Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de ma série sur les polynômes où aujourd'hui nous allons parler de racines. Alors, avant tout, reprenons les notations que nous utilisons dans ce cours. Donc, A désigne un anneau, c'est-à-dire quelque chose comme les entiers ou Z sur NZ, si vous savez ce que c'est, ou les polynômes à quotient dans R, c'est-à-dire des ensembles dans lesquels il y a une addition, une multiplication et qui vérifient les bons axiomes qu'on connaît. Et puis alors K par contre c'est un corps, c'est-à-dire un anneau dans lequel en plus tous les éléments différents de 0 sont inversibles pour la multiplication. On peut diviser par n'importe quel élément non nul. Et alors on note A de x ou K de x, l'anneau des polynômes à coefficient dans A ou dans K. Ok. Alors allons-y tout de suite. Qu'est-ce que c'est qu'une racine? Alors je prends un polynôme, donc un coefficient dans un anneau, et je prends un élément alpha de l'anneau. Eh bien on dit que c'est une racine si et seulement si P de alpha égale 0, c'est-à-dire l'image en fait de alpha par l'application polynomiale associée au polynôme P doit être égale à l'élément neutre de A pour l'addition. D'accord? Donc le 0, là c'est le 0 dans A, bien sûr. Ok, ben voilà, donc c'est les solutions des équations polynomiales. Et donc, quand on utilise des mathématiques pour faire autre chose que des mathématiques, il arrive souvent qu'on ait besoin de résoudre ce genre d'équations. Par exemple, en économie, pour ajuster une production, souvent la courbe de coût, enfin des bénéfices est polynomiale, et donc on a besoin de, voilà, de trouver la valeur qui optimise. Et puis en biologie ou dans d'autres matières, on a souvent besoin de résoudre des équations polynomiales. Et donc voilà, c'est un domaine des mathématiques extrêmement important, donc de savoir comment faire pour ce que c'est que des racines, et puis comment faire pour les trouver, etc. Ok, donc voilà, c'est ça la définition en tout cas. Alors, prenons un premier exemple. Donc, un polynôme à quotient dans R, l'avantage des polynômes à quotient dans R, c'est que les fonctions polynomiales, c'est des fonctions de R dans R, celles qu'on a bien l'habitude de tracer. Et donc, voilà, on peut voir donc un peu géométriquement ce que sont les racines d'un polynôme dans R. Eh bien, c'est tout bonnement les valeurs de x pour lesquelles P de x vaut 0, c'est les valeurs de la courbe qui coupent l'axe des abscisses. Donc là, il y en a une ici, 2, 3, 4 et 5. Et voilà, on constate que ce polynôme-là, donc de degré 5, admet 5 racines, qui sont 5 nombres réels qui annulent ce polynôme. Très bien. Allez, je me repose un petit peu. Exercice, calculer les racines de x au cube moins x. Donc là, bon, généralement, on voit assez vite qu'il y a 0, qu'il y a 1 et qu'il y a moins 1. Mais, j'ai pas dit dans R. Et non, je veux que vous fassiez ça dans z sur 6z de x. Oh là là! Si vous savez ce que c'est que z sur 6z, tout va bien, mais pour les autres, eh bien z sur 6z, c'est ce qu'on obtient quand on prend l'ensemble des entiers, et puis qu'on décide d'enrouler autour d'un cercle les nombres d'entiers tels que 6 et 0 soient au même endroit. Autrement dit, de z sur 6z, c'est un ensemble de nombres qui admet que 6 nombres, qui sont 0, 1, 2, 3, 4, 5. D'accord? Et puis voilà, on peut les voir comme si 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, et puis 5 plus 1, ça fait 0, vous voyez? Plus 1, ça fait donc 7, il est là, ça fait 1, 8, ça fait 2, 9, ça fait 3, 10, ça fait 4, etc. etc. Ok, c'est voilà, en fait, c'est un ensemble quotient par une relation d'équivalence de congruence. J'ai fait une vidéo sur la relation d'équivalence dans laquelle j'explique ça. Donc si vous n'êtes pas du tout au courant de ce que c'est, voilà, allez donc regarder ma vidéo sur la relation d'équivalence et vous en saurez bien plus. Ok, donc voilà, donc on prend notre ensemble de nombres avec ces relations, et maintenant, est-ce qu'on peut trouver les coefficients? Donc là, vous voyez, moins 1, c'est égal à 5, ok, ça existe dans cet ensemble-là. Et est-ce qu'on peut trouver les racines de ce polynôme-là? Alors, l'avantage, là, comme il n'y a que 6 éléments dans l'anneau, on va tous les essayer, ce sera plus vite fait. Donc si je remplace x par 0, ok, 0 au cube moins 0, bon, ça va aller, p de 0, c'est 0. Ensuite, je remplace par 1, c'est pas bien dur non plus, 1 au cube, ça fait 1, moins 1, ça fait 0, ok. Donc maintenant, si on remplace par 2, alors, 2 fois 2 fois 2, ça fait 8, mais comme 6 vaut 0, 8 il vaut 2. Donc P de 2, c'est 2 moins 2, ça vaut 0. Ensuite, dans z sur 6z, alors 3 plus 3 fait 0 certes, mais 3 fois 3, combien ça fait? 3 fois 3, ça fait 9, c'est égal à 3. Puisque 3 plus 3, ça fait 0, plus encore 3, ça fait 3. Ouais. Donc 3 fois 3 égale 3. Mais du coup, 3 fois 3 fois 3, ça fait toujours 3. Et donc, P de 3, ça fait 3 moins 3, ça fait 0. Ok, donc là, je pense que vous commencez à vous douter de comment ça va tourner. Alors, 4 fois 4, ça fait 16. 16, eh bien, vu que 12 c'est 0, 16 c'est 4. Donc 4 fois 4, c'est égal à 4. Donc 4 fois 4 fois 4, ça fait 4 fois 4, ça fait 4. Et donc P de 4, ça fait 4 moins 4, ça fait 0. Alors P de 5, 5 fois 5,
vous vous doutez que ça marche toujours pareil, je l'explique juste. 5 x 5, ça fait pas 5 ce coup-ci, c'est pas la même chose. 5 x 5 c'est 25, c'est 1, puisque 24 vaut 0. Et donc 5 x 5 est égal à 1, je remultiplie par 5, pour faire 5 x 5 x 5, j'obtiens 5. Et donc 5 moins 5, de nouveau, ça fait 0. Et donc voilà, donc ce polynôme là de degré 3 admet 6 racines, ce qui semble plutôt étonnant à ceux qui ont déjà vu des polynômes. Mais voilà, c'est parce qu'on est à coefficient dans un anneau qui n'est pas intègre, alors il peut se passer des choses extrêmement étranges de ce type-là. Et en fait, ce résultat qui a l'air très bizarre, en fait, c'est juste une autre formulation d'un théorème que vous pouvez démontrer tout seul, qui dit simplement que pour tout entier n, n au cube moins n est toujours un multiple de 6. Autrement dit, qu'il vaut toujours 0 dans z sur 6z. Hein. Alors, ça, vous pouvez le montrer soit par récurrence, soit de façon plus simple, en factorisant n au cube moins n. Si vous pouvez vous rendre compte que c'est n fois n au carré moins 1, parce que là, pas dur, et n au carré moins 1, c'est n moins 1 fois n plus 1, différence de 2 carrés. Et donc, en fait, cette expression-là, écrite comme ça ne se voit pas bien, mais c'est n-1 fois n plus 1. C'est un produit de 3 nombres entiers qui se suivent. Et bien, quand on prend 3 nombres entiers qui se suivent, il y en a forcément un qui est multiple de 3. Hein, puisque les multiples de 3, ils sont de 3 en 3 sur la droite. Et il y en a au moins un, voire deux, qui sont pairs. Parce que déjà, quand j'en prends 2 de suite, il y a forcément un pair. Donc 3 de suite, il y en a forcément un qui est pair. Donc il y en a un qui est multiple de 3 et un qui est pair, bah donc c'est multiple de 6. Voilà. Donc c'est pas surprenant ce résultat. Ben, maintenant, ça veut dire que quand je remplace par des valeurs dans z sur 6z, je trouve toujours 0. Bien que ce soit de degré 3. Ok. Allez, premier théorème pour essayer de mieux comprendre comment fonctionnent les racines d'un polynôme. Eh bien, donc on prend un polynôme à coefficient dans un anneau quelconque, et on prend donc alpha, un élément de l'anneau. Eh bien, ce que je prétends, c'est que c'est une racine si et seulement si p est un multiple de x moins alpha. Autrement dit, voilà, quand on divise par x moins alpha, on doit trouver le reste égal à 0, si alpha est une racine. Alors, bon, bah, on va essayer de prouver ça. Hein, ce théorème est bien connu pour les polynômes à coefficient dans un corps, mais en fait, il est rigoureusement valable encore si on est dans un anneau quelconque, même pas intègre, donc pourquoi se limiter, hein. Ok, alors allons-y pour la preuve. Donc on va essayer de démontrer la première implication, c'est-à-dire que si alpha est une racine de p, alors p est multiple de x moins alpha. Donc je suppose que p de alpha vaut 0, et je vais poser la division euclidienne de p par x moins alpha, pour voir si jamais le reste, si ça tombe juste ou pas, quoi. Donc il existe par définition, alors attention, la division euclidienne dans un anneau, c'était vrai tout le temps si le coefficient dominant du diviseur était inversible. Mais là, j'ai pris un polynôme unitaire, coefficient dominant 1. Il est inversible dans n'importe quel anneau. Donc on peut toujours diviser par p par x moins alpha. Et donc il existe toujours des q et des r, hein, tels que p égale x moins alpha fois q plus r, avec le degré de r strictement plus petit que le degré de x moins a, qui est 1. Autrement dit, r est une constante. Peut-être nulle, mais en tout cas, r est une constante. Ok ? Donc voilà, R est un polynôme constant. Et puis ensuite, si je remplace x par alpha, là, je fais l'identification P de alpha égale 0 plus R de alpha, donc R de alpha égale à P de alpha. Mais P de alpha, il vaut 0. Donc R de alpha, il vaut 0 aussi. Mais c'est un polynôme constant qui s'annule. Donc R, c'est le polynôme égal à 0 tout le temps. Et donc P, comme R est égal à 0, P est égal à x moins alpha fois Q. Donc P est bien un multiple de x moins alpha. Ok, donc maintenant, il faut prouver la réciproque. Alors c'est encore plus simple. Parce que si p est multiple de x moins alpha, donc ça veut dire qu'il existe un polynôme m tel que p est égal à x moins alpha fois m, et bien à ce moment-là, je remplace x par alpha, et je vois bien que p de alpha, c'est 0 fois m de alpha, c'est 0. Ok, donc alpha est une racine de p. Voilà la preuve de ce théorème. Très bien. Eh bien, application pour nous entraîner, voir si ça marche bien. Appliquons ça au polynôme x au cube moins x, là, donc il doit être divisible par x moins 1, par x moins 2, par x moins 3, par x-4 et par x-5. Ce qui peut sembler étonnant. Alors vérifions. Allons-y. Donc divisons-le par x. Bon, ok, pas très dur. C'est x fois x au carré moins 1. Hein, il reste rien. Ok, bon, ça d'accord. Jusque-là, ça va. Alors ensuite, divisons-le par x moins 1. Alors, on va poser un petit peu la division. C'est peut-être un peu compliqué. Là encore, x moins 1, ça va encore, mais faisons-le doucement. Donc par quoi il faut que je multiplie x pour obtenir x3 ? Eh bien par x2. Donc ok, x3. Ensuite, x2 fois moins 1, ça fait moins x2. Ah, il n'y a pas de x2 ici. Donc il faut que j'ajoute un terme qui multiplié par x va me faire plus x2. Donc plus x. Ok. Et donc plus x2, ok, c'est bon, ça s'élimine. Ensuite, il reste moins 1 fois x, moins x. C'est bon, c'est juste, j'ai bien trouvé ça. Parfait, voilà une factorisation de x cube moins x.
où x-1 est en facteur. Ok. Jusque-là, bon, c'est pas tellement étonnant, c'est un peu la même. Hein. Là, j'aurais pu couper en x-1 fois x plus 1, et voilà, et celle-là en x fois x plus 1, donc c'est la même décomposition. Mais il n'y a pas de x-2 là et là. Alors là, comment on va faire? Bizarre. Est-ce que ça a marché? Alors, quel suspense intenable. Donc x, bah, il faut mettre x2 hein, pour obtenir x3. Cela jusque-là, il n'y a rien qui change. Ok, x3. Alors, moins 2x2. Et je ne veux pas de x2, donc il faut faire plus 2x2. Donc il faut que multiplié par x, j'obtienne plus 2x2, donc il faut que je mette plus 2x ici. Ok, donc plus 2x2, tout ça, moins 2x2, les x2 s'éliminent, bon. Mais alors en x, j'obtiens plus 2x fois moins 2, ça fait moins 4x. Ok? Donc moins 4x, c'est pas moins x, hein, j'ai pas fini là. D'accord? Parce que moins 4, c'est pas égal à moins 1. Donc moins 4x, et je veux arriver à moins x. Et bien donc il faut que j'ajoute 3x. Donc il faut que je mette plus 3 pour que ici, multiplié par x, ça fasse bien plus 3x. Donc ok, pour les x c'est bon, mais cette fois il y a un terme constant, 3 fois moins 2. Mais 3 fois moins 2 c'est moins 6, et moins 6 c'est 0. Donc on a bien cette formule-là qui est valable. D'accord? Puisque dans z sur 6z, 6 est égal à 0. Donc voilà, j'ai réussi à factoriser ce polynôme par x-2. Ainsi de suite, par x-3, allez, faisons-le encore pour le fun. Donc x fois x-2, x3, ok, tout va bien. Moins 3x2, donc il faut que je fasse plus 3x, hein, pour que multiplié par x2, ça fasse ça. Et puis ensuite, il reste plus 2, ok, voilà, je vous ai vérifié les calculs. Tout ça, ça marche à chaque fois. Hein, on va pas... Faites-le si vous voulez pour vous amuser. Voilà. On a bien des factorisations à chaque fois de... Alors x-5, c'était pareil que x plus 1, donc en fait celle-là, c'est la même que là. Hein. Si je remplace 5 par moins 1, ça fait x plus 1 fois x carré moins x. Enfin, c'est la même qu'au début. Mais j'en obtiens d'autres, là. Différentes factorisations d'un polynôme. Mais en tout cas, on peut toujours mettre en facteur les différents... Voilà, on a vérifié le théorème sur ce truc-là, mais on avait fait une preuve avant. Hein, donc, mais c'est quand même assez surprenant quand même. Hein. Moi, je trouve ça assez rigolo. Ok, très bien. Alors, un exemple plus concret maintenant dans R de x, hein, peut-être un petit peu moins planant. Est-ce qu'on peut essayer de factoriser ce polynôme? Trouver des facteurs de x puissance 4, moins 2x3, plus 3x2, moins 4x plus 2. Alors, en fait, là, c'est compliqué de trouver des racines de ce truc-là. Donc, soit le prof est fou, soit il y a des racines évidentes. Donc là, c'est un peu les deux, mais on va quand même regarder s'il n'y a pas des racines évidentes. Et donc, en fait, si on essaye, les racines évidentes, c'est soit 0, soit 1, soit moins 1 pour les matheux. Et bien là, si on remplace x par 1, ça fait donc 1 moins 2, moins 1, plus 3, 2, 2 moins 4, moins 2, plus 2, 0. Ah, super, il y a 1 qui est racine. P de 1 vaut 0, donc on va pouvoir diviser P par x moins 1. Alors, on y va, on pose la division. Donc, alors, x moins 1, il faut faire x4. Donc ici, je mets x3. Ok. Ensuite, donc ça fait moins x3 et je veux moins 2x3. Ah ah! Et bien donc je vais enlever encore un x3. Donc il faut que multiplié par x ça fasse moins x3. Donc je mets moins x2. Très bien. Moins x3. Les deux x3 c'est bon. Maintenant je vais m'occuper de 3x2. Actuellement j'ai moins 1 fois moins 1 ça fait plus 1x2 et je veux 3x2. Et donc il faut qu'avec le terme suivant je fasse plus 2x2 quand je le multiplie par x. Autrement dit je mets plus 2x. Plus 2x2, ok, ça jusque-là c'est bon. Ensuite, c'est moins 2x et il faut moins 4x. Et donc, il faut encore retirer 2x. Donc, il faut que je fasse moins 2 pour bien obtenir le moins 2x qui manque. Et cette fois, moins 2 fois moins 1, hop, ça fait plus 2. Toc, ce calcul se vérifie tout seul en plus, vous voyez, c'est magique. Donc, voilà, on a factorisé. Alors, c'est pas fini. Enfin, peut-on encore factoriser ce truc-là? x3 moins x2 plus 2x moins 2. Donc là, on prie pour qu'il y ait encore une racine évidente. Et si on remplace x par 1, ça fait 1 moins 1 plus 2 moins 2. Ah, ça marche encore. Chouette. Donc là, je l'ai écrit, voilà, x moins 1 fois m. Eh bien, m de 1 fait encore 0. Donc, je peux encore diviser m par x moins 1. Alors, allons-y. Donc, ce polynôme-là divisé par x moins 1. Donc, ça commence par x2 pour obtenir x3. Hein, ça fait x3. Alors, moins x2. Ah, bah c'est cool, il fallait moins x2. Donc, ça, c'est bon. Donc, ensuite, plus 2x, il faut faire. Donc, par quoi il faut que je multiplie x pour faire 2x? Bah, par 2. Plus 2. Et là, plus 2 fois moins 1, ça fait moins 2. Hop, voilà, on a trouvé une nouvelle factorisation. Ensuite, eh bien, x carré plus 2. Si ça se factorisait encore, vu que c'est de degré 2, ce serait deux polynômes de degré 1. Et donc, j'aurais des solutions, des racines nouvelles, puisqu'un polynôme de degré 1, hein, vous voyez, s'annule forcément dans R. Hein. Et donc là, x au carré plus 2, bah, il ne peut pas s'annuler. Pourquoi? Parce qu'un carré est toujours positif. Hein, vous le savez bien dans R. Donc,
un nombre au carré plus 2, c'est toujours strictement positif, ça ne peut pas valoir 0. Donc ça ne peut pas se factoriser. D'accord? X au carré plus 2 n'a pas de racine dans R, donc je ne pourrais pas espérer trouver deux polynômes de degré 1 qui donnent x au carré plus 2. Ok, donc voilà, donc j'ai terminé la factorisation de P de x. Ok, allez, revenons un petit peu à la théorie. Alors, attention, si A est intègre, hypothèse, donc dans Z sur 6Z, ce n'est pas le cas. D'accord? Si A intègre, ou si A est un corps, hein, si on prend un coefficient dans un corps, ça c'est un théorème très classique, mais il suffit que l'anneau soit, pas forcément un corps, mais soit intègre. Et alors, tout polynôme, si P est un polynôme non nul et de degré n, alors P possède au plus n racines. Vous voyez, donc un polynôme de degré 1 possède au maximum une racine, un polynôme de degré 2 possède au maximum 2 racines, un polynôme de degré 3 possède au maximum 3 racines, etc. Voilà, ce théorème-là est bien connu, hein, normalement. Mais il n'est vrai que si l'anneau est intègre. Okay, puisque la preuve, on a trouvé un polynôme de degré 3 dans Z sur 6Z qui avait 6 racines. Alors, comment on peut prouver ça maintenant? Essayons de faire la preuve. Elle se fait par récurrence sur le degré. Ok, donc voilà, donc on va faire le cas si n égale 0, donc si un polynôme est de degré 0, alors, parce que il est polynôme non nul, hein, donc voilà, le plus petit degré c'est 0, c'est pas mon infini. Eh bien, s'il est constant, il n'a pas de racine. Okay, donc un polynôme de degré 0 n'a pas de racine, donc ça bien, il a bien au plus 0. Ok, bon, tout va bien. Alors maintenant, on va essayer de faire le passage de n à n plus 1, et donc on va supposer que le résultat est vrai pour les polynômes de degré n, et nous posons soit P un polynôme de degré n plus 1. Ok, donc soit P il n'a pas de racine, et auquel cas bah, il a bien moins que n plus 1, donc là tout va bien. Et sinon, bah, soit alpha une racine de P. Hein, s'il en existe au moins une, je l'appelle alpha, et à ce moment-là, je divise P par x moins alpha, comme je l'ai fait précédemment. Donc j'écris P égale x moins alpha fois Q, hein, d'après le théorème précédent. C'est pour ça que ça s'appelle corollaire, hein, c'est que c'est une conséquence du théorème précédent. Si P de alpha est égal à 0, eh bien P est divisible par x moins alpha. Donc je peux faire ça. Ok, maintenant prenons un bêta dans l'anneau différent de alpha. Alors P de bêta, qu'est-ce que ça fait? Ça fait donc bêta moins alpha, je remplace x par bêta, fois Q de bêta. Ok, jusque-là tout va bien. Bon, alors, maintenant ce qui est important, c'est que si bêta est différent de alpha, bêta moins alpha est différent de 0. Hein. Ok, donc, comme l'anneau est intègre, si P de bêta vaut 0, un produit de deux nombres vaut 0, c'est qu'un des deux vaut 0. Mais lui, il ne vaut pas 0. Donc si P de bêta est égal à 0, alors Q de bêta est égal à 0. Et réciproquement, si Q de bêta égale à 0, alors P de bêta égale 0, ça dans ce sens-là, c'est évident. D'accord? Donc on a P de bêta égale à 0, si et seulement si Q de bêta est égal à 0. Autrement dit, toutes les racines de P, différentes de alpha, sont aussi des racines de Q. Ok? Donc, on utilise l'hypothèse de récurrence, là, on l'applique à Q, qui est de degré n, puisque, voilà, après la formule des degrés dans un anneau intègre, degré de P, c'est égal à 1 plus degré de Q. Donc, comme c'est n plus 1, le degré de Q est bien égal à n. Ok? Et donc, par hypothèse de récurrence, Q possède au plus n racines. D'accord? Mais toutes les racines de P, sauf alpha, sont des racines de Q. Donc Q en a maximum n, donc en rajoutant alpha, on s'obtient maximum n plus 1. Et donc P a bien maximum n plus 1 racine. Donc la hypothèse, donc je veux dire, le résultat est encore vrai pour P. Et donc voilà, d'après le théorème de récurrence, on a démontré que ceci était toujours vrai. Ok, allez, petite application, voilà un tracé d'une fonction d'un polynôme P, donc d'un coefficient dans R. Est-ce que vous pouvez me dire quelque chose sur son degré? Donc sur son nombre de racines, quoi. Alors, eh bien, je vous laisse un peu réfléchir. Hein. Là, il y a une racine, donc c'est degré plus grand que 1. Est-ce qu'on ne peut pas dire mieux que ça, quand même? Est-ce qu'on ne peut pas trouver une autre astuce, là, pour vous avoir des renseignements sur le degré du polynôme? Parce qu'un polynôme de degré 1, c'est une droite, donc là, on voit bien que ça a l'air quand même strictement plus grand que 1. Comment on peut faire? Bah, l'astuce, c'est essayer de regarder si on ne peut pas couper par une droite horizontale notre polynôme. Regardez là, hop. Là, je l'ai coupé en plein de points. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que le tracé, vous voyez, du polynôme, là, si l'axe des abscisses était le rouge, il y aurait plein de racines. Ok? Mais alors, quelle différence il y a entre le polynôme avec l'axe des abscisses ici et le polynôme avec l'axe des abscisses ici? Bah, simplement, là, vous voyez, on a descendu l'axe des abscisses de 2, autrement dit, le polynôme, si je voulais le remonter de 2 crans, le polynôme pour le mettre là, vous voyez, si je fais P de x plus 2, j'obtiendrais ce dessin là avec l'axe des abscisses ici.
Mais P de x plus 2 et P de x, ça a le même degré. Vous voyez, puisque P n'est pas égal à moins 2, donc hein, ça ne peut pas s'éliminer. P de x, il est degré plus grand que 1, donc P de x plus 2, c'est le même degré que P. Et là, eh ben, il couperait en 1, 2, 3, 4, 5. Donc P de x plus 2, il a 5 racines. Okay, donc P de x plus 2, il est de degré au moins 5. Et donc P de x, il est de degré au moins 5. Vous voyez, donc l'astuce, hein, c'est à partir de la courbe, en fait, ben, on peut regarder en fonction du nombre de bosses et de sommets, etc. On peut imaginer le degré du polynôme comme ça, en regardant combien de fois on arrive à couper une droite horizontale. Ok? Très bien. Donc là, le polynôme est de degré plus grand ou égal à 5. Ensuite, prenons-en un autre. Pourquoi j'ai pas dit degré 5 pile poil? Vous voyez, parce qu'on a trouvé 5 racines, on pourrait se dire de degré 5. Et on ne pouvait pas trouver une droite coupée en plus que 5 fois. Ben là, celle-là, vous voyez, x puissance 6 moins 1, je vous ai fait le tracé, il n'a que 2 racines. Et je pourrais bien décaler tant que je veux. Si je monte, il n'y en aura plus. Si je descends, il y en aura toujours 2. Je ne pourrais jamais réussir à couper 6 fois. Okay, donc c'est pas parce qu'on ne peut pas réussir à couper en 6 fois que c'est... Là, je ne peux pas réussir à en avoir plus que 2, c'est pas pour ça que c'est degré 2. Vous voyez, tout ce que je peux dire, c'est degré au moins égal à ça. Puisque le théorème, il dit hein, qu'un polynôme de degré 6, il a maximum ses racines. Pas forcément qu'en coupant quelque part, il y en a 6. Ok, donc il ne faut pas faire cette erreur-là. Hein. C'est vraiment, au maximum, ça peut être beaucoup moins. Ok, voilà. Mais en tout cas, donc en comptant les racines, on a un minimum du degré. Mais... Ok, allez. Maintenant, la multiplicité d'une racine. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Donc, prenons un polynôme à coefficient A, une racine, tout ça. Eh bien, donc c'est une racine, et on va considérer l'ensemble des entiers n tel que x moins alpha à puissance n divise p. Donc, si alpha est une racine de p, ça veut dire que x moins alpha divise p, d'après le premier théorème. Autrement dit, que 1 est dans cet ensemble-là. Mais peut-être qu'on peut diviser par x moins alpha au carré, d'accord? Ou par x moins alpha au cube, ou ainsi de suite. Alors, si on peut diviser par x moins alpha, ainsi de suite, au carré, au cube, etc. Bon alors, tout d'abord, voilà, pour que le degré x moins alpha divise p, ça veut dire que ben, le degré de p, il est plus petit, il est plus grand que n, d'accord? Hein, si n est dans cet ensemble-là, le degré de p, il est plus grand que n. Autrement dit, les n qui sont dedans, ils sont plus petits que le degré de p. Alors vous allez me dire pourquoi? Parce que là, on n'est pas forcément dans un anneau intègre, donc on n'a pas la formule sur les produits des degrés qui est égale à la somme, mais x moins alpha puissance n, c'est un polynôme unitaire, de nouveau, rappelez-vous. D'accord? Donc, autrement dit, le degré de x moins alpha puissance n fois le degré de quelque chose, la formule est encore vraie pour lui. D'accord? Donc, voilà, si p est égal à x moins alpha puissance n fois q, eh bien degré de p, c'est égal à n plus le degré de q, et donc n est bien inférieur ou égal au degré de p. Ok? Autrement dit, donc on a un ensemble d'entiers là, qui est non vide, il y a un dedans, et qui ne peut pas aller à l'infini. Donc il existe un plus grand élément de lui. Hein. N est une partie donc, des entiers qui est non vide et majorée. Elle possède forcément un plus grand élément. Ce plus grand élément, c'est appelé la multiplicité de la racine alpha. Autrement dit, c'est voilà, le plus grand nombre par lequel je peux diviser x moins alpha au carré, x moins alpha au cube. Si je ne peux pas diviser par x moins alpha puissance 4, ben voilà, la multiplicité c'est 3. Quoi. Et forcément, ça s'arrête au bout d'un moment. Dans un anneau quelconque, hein, il y a forcément un moment, même pas besoin d'être dans un corps, où on peut définir cette chose-là. Ok, donc ensuite un peu de vocabulaire. Voilà, quand la multiplicité est 1, on dit que c'est une racine simple. Quand la multiplicité est 2, on dit que c'est une racine double. Quand la multiplicité est 3, on dit souvent que c'est une racine triple, ainsi de suite. Hein. Ok, et petit exercice, allez, quelles sont les racines de ce polynôme à coefficient dans z, ainsi que leur multiplicité. Donc, alors, qu'est-ce qu'on voit? Ben, on voit que 0 est une racine, et puis je peux diviser par x, par x2, par x3, mais pas par x4, donc 0 est une racine de multiplicité 3. Ensuite, j'ai envie de dire que moins 1 est une racine de multiplicité 3, mais en fait il y a un petit piège, parce que x au carré moins 1, c'est x moins 1 fois x plus 1, donc il y a x plus 1 encore qui arrive ici, donc x plus 1 puissance 4 fois x moins 1. Donc autrement dit, moins 1 est une racine de multiplicité 4, et 1 est une racine simple, ok, de multiplicité 1. Voilà, donc voilà la réponse. Donc il faut juste se méfier un petit peu, vous voyez, c'est pas parce qu'on voit x plus 1 au cube, ah, tout de suite multiplicité 3. Oui, non, ça c'est, faut faire gaffe qu'il n'y ait pas des trucs cachés par derrière. Hein. Voilà, c'était un petit piège comme ça, bon, c'est pour rigoler.
Ensuite, allez, qu'est-ce que c'est qu'un polynôme scindé? Alors, c'est un polynôme qui est un produit de polynôme de degré 1. Okay, si on arrive toujours à diviser par x moins alpha 2, alpha 1, x moins alpha 2, x moins alpha n, tout ça. Voilà, un polynôme qui s'écrit comme ça. Donc il y a le coefficient dominant a multiplié par toutes ces choses-là. D'accord, j'ai épuisé hein, jusqu'au degré, voilà, j'ai trouvé des racines, on dit que le polynôme est scindé. Alors par contre, les alpha 1, alpha 2, alpha 3, alpha n, là, ils ne sont pas tous forcément différents. Donc je peux regrouper les paquets. Et donc, une autre façon de dire qu'un polynôme est scindé, c'est qu'il existe donc des A1, le coefficient A, le coefficient dominant A, puis ensuite des alpha 1, alpha 2, alpha k, donc avec k plus petit que n, deux A2 différents, k inférieur ou égal à n, si jamais c'était déjà tous différents, et des M1, M2, Mk, bah, qui est le nombre de fois que j'ai regroupé, quoi, la multiplicité des racines. En tout cas, voilà. Donc si P, je peux l'écrire comme ça, on dit que le polynôme est scindé. C'est encore un produit de polynôme de degré 1, ok hein, parce que chaque brique du x moins alpha 1 puissance m1, il y a m1 fois x moins alpha 1, donc c'est que des polynômes de degré 1. Donc voilà. Un polynôme scindé, c'est un polynôme que je peux écrire comme ça. Ok, prenons un exemple. Notre fameux polynôme de tout à l'heure, x au cube moins x dans z sur 6x, dans z sur 6x. Oh là là, encore, ouais, c'est bien, c'est rigolo, c'est marrant. Allez, on peut le factoriser. X fois x carré moins 1. X fois x moins 1, x plus 1. Hein, c'est comme ça que j'ai expliqué que tout nombre était divisible par 6. Enfin, que cette formule était toujours un multiple de 6. Ok, bon, voilà, c'est un polynôme scindé. Chouette. Mais là, c'est pas évident que 2 est racine. Hein. Pourtant, 2 est racine. 2 fois 2 moins 1, ça fait 2. Fois 2 plus 1, 3. 2 fois 3, 6. Vous voyez, 2 est racine. Alors qu'il n'y a pas x moins 2 dedans. Alors, mais bon, je l'avais factorisé par x moins 2 pourtant. Vous voyez, p de x, j'avais trouvé que c'était x moins 2 fois ça. Alors ça, x au carré plus 2x plus 3, je peux encore le factoriser peut-être. En effet, si je remplace x par 1, racine évidente standard, 1 plus 2, 3, plus 3, 6, ça fait 0. Donc ça, je peux le factoriser par x moins 1. Je vous laisse faire le calcul. X moins 2 fois x moins 1 fois x moins 3. Donc vous voyez, j'ai un polynôme qui est scindé avec des facteurs qui sont différents. Qu'est-ce que c'est que cette horreur hein, tout ça, je voudrais vous expliquer, c'est qu'on a tendance à croire, quand on a vu des théorèmes pour les polynômes à coefficient dans un corps, que bah ouais, c'est évident, un polynôme comme ça, ses racines, c'est alpha i, etc. Oui, bah non, si on n'est pas dans un anneau intègre, ça peut vraiment être différent. Il peut y avoir pas forcément unicité de cette écriture-là, vous voyez hein. Voilà une écriture, en voilà une autre. Donc les polynômes, c'est plus subtil qu'il n'y paraît à premier abord. Alors, maintenant, donnons quand même la relation polynôme-racine dans le cas simple, dans le cas où le polynôme A est intègre, ou que le polynôme est coefficient dans un corps. Donc là, c'est le cas qui est le plus fréquent et selon lequel ça marche bien. Hein. Alors, donc si il existe un coefficient dominant A, des racines alpha 1, alpha 2, alpha m, hein, voilà, et des multiplicités m1, m2, mk, enfin bref, il existe tous des nombres comme ça, tels que le polynôme, ce soit A fois x moins alpha 1, m1, etc., etc. Voilà, autrement dit, le polynôme est scindé là. Alors, l'ensemble des racines de P, c'est alpha 1, alpha 2, alpha 3, alpha k. Il n'y en a pas d'autre que ça. Alors pourquoi Parce que si je remplace x par un autre nombre que cela, par exemple par bêta qui n'est pas égal à ni alpha 1, ni alpha 2, ni alpha 3, ni alpha k, eh bien ici, quand je remplace, donc ça fait, je rappelle que a est différent de 0, bien sûr, parce que c'est le coefficient dominant, hein, bah, bêta moins alpha 1, c'est pas égal à 0. Parce que bah, bêta n'est pas égal à alpha 1. Bêta moins alpha 2, c'est pas égal à 0, et ainsi de suite, les termes ici sont jamais égaux à 0. Et dans un anneau intègre, un produit d'éléments non nuls fait toujours quelque chose de non nul. Et donc P de bêta, il ne peut pas faire 0. Donc si une racine pour n'importe quelle racine de P, si P de bêta fait 0, bah, c'est que c'est forcément un des alpha 1, un des alpha i qui est là, soit alpha 1, soit alpha 2, soit alpha 3, soit alpha 4, soit ainsi de suite. Mais voilà, donc les racines, on les a là. Quand on a réussi à factoriser un polynôme, à coefficient dans un anneau intègre ou dans un corps, alors on trouve ces racines, toutes ces racines. Ok ? Ce qui est plutôt surprenant, c'est que ce n'était pas forcément vrai, hein, mais voilà, vous avez vu un exemple avant. Quoi. Ok, très bien. Donc voilà, et alors la multiplicité des racines en plus, c'est exactement ça. Hein. C'est-à-dire que c'est M1, M2, et MK, etc. Donc pourquoi Parce qu'on peut diviser ça par x moins alpha puissance M1, ok, mais on ne peut pas diviser par plus. Parce que ce qui reste là, ça s'annule pas quand x n'est pas divisible par x moins alpha 1, puisqu'il ne s'annule pas quand je remplace x par alpha 1. Alpha 1 moins alpha 2, alpha 1 moins ainsi de suite, il ne faut pas 0, donc ce n'est pas divisible par x moins alpha 1 d'après le premier théorème. Hein. Donc la multiplicité de la racine alpha 1 dans cette écriture-là, c'est exactement M1. Ce qui est quand même normal et ce qui rassure un petit peu. Quoi. Alors dans l'autre sens maintenant, si je connais l'ensemble des racines de P, d'accord, c'est alpha 1, alpha 2, alpha k, et je connais les multiplicités M1, M2, Mk, eh bien alors, le polynôme n'est pas égal à ça, dites donc.
Non, pas forcément. Mais par contre, il va exister un polynôme Q qui ne va pas avoir de racine, et malheureusement ça existe, tel que P ce soit égal à tout ça fois le polynôme Q. Donc le coefficient dominant de P, il va être caché dans le coefficient dominant de Q. Hein. Mais voilà, il n'y a pas une réciproque standard, puisqu'il existe des polynômes qui n'ont pas de racine. D'accord. Et donc, voilà, cette formule-là, ça a bien ses racines exactement qui sont celles-là. Ok. Donc voilà. Eh bien, je vous remercie d'avoir suivi tout ça. C'est maintenant terminé pour cette vidéo. Dans la prochaine, je vous propose d'essayer de trouver des techniques pour calculer les racines dans les cas simples, au moins de degré 1, 2, 3. Comment fait-on? Voilà, à bientôt.